Le 65e sommet de la CEDEAO à Abuja qui ressemblait encore plus que d'habitude à une cérémonie funéraire d'une institution en fin de parcours. Alors, pourquoi la Confédération? Qu'est-ce qui va changer pour les États comme pour les citoyens? Quelles vont être les interactions avec la CEDEAO et avec le reste du monde? Je vais m'atteler à répondre à ces questions dans cette chronique pour Afrique Résurrection. On y va! Pour commencer, un rappel est nécessaire. Les présidents Abdraman Tiani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré n'ont pas pris le pouvoir pour sortir de la CEDEAO ou pour créer l'Alliance des États du Sahel. Ils ont pris le pouvoir pour défendre leur pays, attaqué dans leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur stabilité. L'AES est née parce qu'on a imposé la guerre au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Une guerre avec des aspects militaires, économiques, politiques et informationnels que les gouvernements civils et les alliances ad hoc dirigées par l'Occident ont été incapables de contrer. Depuis 2019, quand de Sochi j'ai donné un coup d'accélération à notre combat d'émancipation, un énorme travail d'éveil des consciences a été entrepris par mes camarades de lutte et moi-même. Et des concepts comme la géopolitique ou la géostratégie sont beaucoup plus vulgarisés. Cependant, beaucoup de gens semblent oublier ou ignorer que la géostratégie est une discipline essentiellement militaire. La géopolitique est l'analyse de la géographie humaine et physique, c'est-à-dire l'étude des effets de la population, de la démographie, des ressources naturelles, des frontières, du climat, des paysages sur les relations internationales entre les États. La géostratégie, elle, est la formulation des stratégies militaires et politiques basées sur l'analyse géopolitique. Les militaires qui sont en train d'agir et de réagir au Sahel, ce sont des soldats patriotes, mais aussi et surtout des géostratèges. Pour répondre à la guerre qu'on leur impose, le militaire ne suffit pas. Il ne suffit pas d'aller chez les Russes acheter des armes et puis attendre qu'on vienne vous attaquer pour vous défendre. Il faut renforcer les dispositifs économiques. C'est l'économie qui va générer les moyens de défendre la souveraineté du pays, de défendre l'intégrité des territoires et d'imposer le développement indispensable à l'enrichissement des populations et donc à la paix, à la sécurité et à la stabilité. À l'heure où je vous parle, on est toujours dans la guerre. Et si vous voyez des militaires obligés de faire de l'économie, de la politique, de la diplomatie, c'est parce que ce sont des moyens qui leur permettent de défendre leur pays. Pour défendre le pays, le militaire digne de ce nom est prêt à tout. S'il faut prendre les armes, il va prendre. S'il faut abroger des accords ou créer des institutions, il va faire. S'il faut planter des arbres, il va faire. S'il faut faire des routes, s'il faut faire de la médecine, de l'informatique ou de l'agriculture, il va faire. Toutes les décisions prises par Traoré, Goïta et Tiani sont avant tout orientées défense, sécurité et développement de leur pays. Je vois quelques perdus, généralement instrumentalisés par les ennemis du bien-être des Africains ou bien intoxiqués à la propagande occidentale, se plaindre que des militaires se mêlent des choses du domaine civil alors qu'ils doivent être dans les casernes ou aux frontières pour les protéger. Mais non. Même en Suisse, que tout le monde s'accorde à désigner comme le pays qui se rapproche le plus d'une démocratie, alors qu'en temps de paix, le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement, détient l'autorité suprême sur l'armée, en temps de guerre ou de menaces graves, ce sont les militaires qui reprennent le commandement suprême à travers un général. Au Sahel, nous sommes encore en plein dans le temps de la guerre. Et elle est multiforme, elle est militaire, elle est économique, politique et informationnelle. Vous vous en doutez? Regardons ensemble ce qui se passe. Au niveau militaire, on a noté une recrudescence des attaques.
Un attentat terroriste a même été perpétré par un mouvement rebelle dénommé Front patriotique pour la libération, qui a fait sauter une partie du pipeline Niger-Bénin pour exiger, tenez-vous bien, que la Chine annule son avance de 400 millions de dollars à l'État du Niger et accessoirement aussi pour réclamer la libération de Mohamed Bazoum, dont le procès pour haute trahison, complot visant à compromettre la sûreté de l'État et apologie du terrorisme va débuter dans les prochains mois. Ceci est d'autant plus intéressant que les individus derrière ce FPL, qui se planquent en Libye et dont le chemin des commanditaires mène tout droit vers le clan Bazoum et ses parrains élyséens, sont en fait les mêmes qui ont créé l'UFPR, l'Union des forces patriotiques pour la refondation, en 2020, précisément pour combattre Issoufou et Bazoum. La situation politique, l'installation de Bazoum au pouvoir, tout le monde le sait. C'était un coup de force de Issoufou. Bazoum n'a aucun pouvoir, tout le monde le sait. Il ne décide de rien. C'est un exécutant, il est juste toujours ministre de l'Intérieur. Qui ne sait pas? C'est toujours Issoufou qui décide. Nous voulons un président qui se préoccupe de la situation de ses concitoyens, qui œuvrera pour la sécurité et non un président mafieux, parce que nous connaissons les accointances qu'ils ont avec les narcotrafiquants. Un président incapable, sous ordre, non. Il faut que la situation doit changer. Comme quoi, l'argent de la France peut faire changer la direction des combats jusqu'à les inverser même. Ces gens sont tellement peu intelligents qu'ils ont simplement renommé leur page Facebook en 2023 en oubliant d'effacer toutes les diatribes anti-Bazoum et Issoufou qui s'y trouvent. Voilà. Bon, peut-être qu'ils vont le faire après avoir vu cette vidéo, mais ce sera trop tard car j'ai déjà fait des captures de tout. C'est vrai que les États-Unis ont mis l'explosion des pipelines à la mode avec l'attentat impuni contre Nord Stream 2. Mais il convient cependant de noter que les autorités nigériennes ont efficacement fait colmater l'impact dès le lendemain de l'attaque. Toujours au niveau militaire, il y a la présence des soldats, mercenaires et agents français de la DGSE au Bénin de Patrice Talon, dont la mission est de renverser les autorités nigériennes et de déstabiliser la région. Et la CEDEAO qui s'agite toujours pour trouver les fonds pour faire sortir de l'attente sa fameuse force prétendument conçue pour lutter contre le terrorisme, mais dont la véritable vocation est d'être une force anti-putsch pour protéger les dictateurs civils, comme l'avait si bien dévoilé le frère autoproclamé d'Emmanuel Macron, le Bissau-Guinéen Umaru Sissoco Embalo, lui-même auteur d'un coup d'État qui perdure encore à ce jour. Et je peux vous dire aussi, il est déjà sur la table, en création d'une force anti-putsch qu'on est en train de penser à créer. Et ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable de coup d'État. J'ai un ami que je peux le citer comme un ami personnel. Moi, je ne confonds pas. Il y a des homologues, il y a des amis. Macron qui était venu ici. Pardon, moi, je n'ai pas d'amis, Monsieur Bourdin. J'ai pas d'amis. Non, je n'ai pas d'amis. Des attaques ont également lieu au Mali et au Burkina Faso, lors desquelles les terroristes pourchassés par les armées nationales trouvent terre d'accueil dans les pays voisins que sont la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. La guerre militaire perdure donc. Sur le plan économique aussi, la guerre bat son plein contre les pays de l'AES. On a encore tous en mémoire les sanctions inhumaines et illégales édictées contre les populations de ces États par la puissance coloniale française à travers l'organisation de la caisse sous-régionaux qu'on appelle CEDEAO. Mais il y avait déjà des mesures perverses prises bien avant ça. Le mode opératoire de certains investisseurs étrangers dans le domaine minier est très souvent le même. Ils acquièrent des licences qui fixent des dates de paiement ou des dates de mise en exploitation et puis bougent plus. Ils ne payent pas ce qu'ils doivent aux dates convenues, comme c'est le cas pour les Turcs Afro-Turcs Inata et Afro-Turcs Tambao au Burkina dans l'or
et le manganèse, ou alors, comme pour le Canadien Goviex ou le Français Orano dans l'uranium au Niger, ils outrepassent allègrement, avec la complicité des dirigeants locaux d'alors, la date de mise en exploitation. 12 ans quand même, sans bouger le petit doigt pour Orano, parce que pour eux, c'est une réserve. On met le pied dessus pour que personne d'autre ne puisse prendre, alors que le Niger compte sur les revenus générés par l'exploitation de gisements comme Imouraren ou Madawela pour se développer. Et ce sont les mêmes kidnappeurs de licences qui vont partout, dans tous les forats, les réunions, les classements, dire que le Niger est le pays le plus pauvre de la planète. Mais c'est eux qui contribuent à la pauvreté. Ça aussi, c'est une forme larvée de la guerre économique menée contre les États du Sahel depuis trop longtemps déjà. Et ce n'est pas tout. En dehors du domaine minier, vous avez d'autres entreprises comme Air France dans l'aérien ou le consortium français Akuo-Sagecom dans le solaire qui sont instrumentalisés par l'État français pour nuire aux intérêts économiques des pays concernés. Il y a coup d'État au Niger, au Mali, au Burkina et paf, eux, ils arrêtent de travailler alors que le changement à la tête de l'État n'a donné lieu à aucun danger, aucun mort, aucun blessé. Mais comme tout ce que les ancêtres font est bon, les sanctions iniques se retournent toujours contre ceux qui les prennent, que ce soit au Sahel ou en Ukraine. Voilà Air France qui pleure une baisse drastique de son chiffre d'affaires à cause de la non-reprise de ses vols au Sahel. Parce que dans la vie, là, quand tu avales une noix de coco, il faut savoir comment tu vas digérer. Je le dis et je le répète inlassablement. Ce que les Occidentaux et les France-Africains ont commencé là, nous, on va terminer ça chap-chap. Quand je vous dis que la guerre est encore en cours, il y a aussi ce qui se passe dans les coulisses à Bretton Woods, où la France fait un lobbying forcené pour empêcher la reprise de la coopération avec nos pays ou alors en cherchant à rallier ses complices occidentaux dans l'imposition de conditionnalités farfelues. On a entendu dernièrement le ministre des Finances malien rendre public le fait que la Banque mondiale voulait lier le déblocage de 60 millions de dollars à destination du Mali, négocié dans le cadre de la résolution des problèmes énergétiques, au fait que celui-ci ne s'approvisionne pas auprès du Niger, alors que c'est le Niger qui lui fait des prix préférentiels. Mais l'univers financier ne se limite pas au FMI ou à la Banque mondiale. Et le monde multipolaire est vaste pour trouver moult sources de financement qui ne sont pas conditionnées ou présentées comme de l'aide charitable, alors qu'il s'agit de prêts assortis d'intérêts souvent faramineux, remboursés par les contribuables africains jusqu'au dernier sou. Je profite de cette vidéo pour rappeler l'existence de la nouvelle banque de développement, la banque des BRICS, dirigée depuis Shanghai par ma copine Dilma Rousseff, l'ancienne présidente brésilienne. Peut-être que le forum sur la coopération sino-africaine prévu début septembre à Pékin serait une bonne occasion de prendre langue. Dans le domaine politique, les provocations et agissements du Béninois Patrice Talon, notamment l'arrestation des officiels nigériens venus superviser le chargement des bateaux pétroliers au terminal de Semek-Podji, conformément aux dispositions contractuelles, ou la réception en grande pompe du général Lecointre, le grand chancelier de la Légion française qui a affirmé récemment la nécessité pour la France de recoloniser militairement l'Afrique, signale très clairement qu'il n'a pas renoncé à participer à agresser le Niger, ni même à voler une marchandise qui ne lui appartient pas pour affaiblir l'économie nigérienne. Tout comme son empressement ainsi que celui d'Alassane Dramane Ouattara à accueillir des bases américaines est explicite. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin,
il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases, une vers Kandy et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent, les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. De même, les paroles du commissaire de la CEDEAO, le très cancre Touré, qui menace les citoyens de l'AES d'obligation de visa ou de la suspension des financements de projets par la BOAD, même si cela n'a pas été confirmé par le communiqué final de la conférence des chefs d'État, démontre si besoin est que la CEDEAO est encore dans une attitude vindicative à l'encontre des populations nigériennes, maliennes et burkinabées. Ce retrait affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces 3 pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Sur le plan économique et financier, le retrait des 3 États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes mis en œuvre par la CEDEAO dans ces 3 pays et dont la valeur est estimée à plus de 500 millions de dollars américains. Il convient également de noter que les 2 institutions financières régionales, qui sont le BIDC et la BOAD, ont des investissements très importants dans ces 3 pays. Elle prouve aussi par ailleurs le niveau colossal de médiocrité du chef de la commission de la CEDEAO, qui semble méconnaître le fait que la BOAD n'est pas une banque relevant des compétences de la CEDEAO, mais plutôt de l'UEMOA, ainsi que l'existence des accords de libre circulation des biens et des personnes au sein même de l'UEMOA. Enfin, sur le plan informationnel, la guerre là aussi fait des ravages. Si vos sources d'information sont les médias d'intoxication occidentaux comme Radio Fausses Informations, Fake 24, L'Immonde, Vieille France Afrique, vous avez entendu qu'un gouvernement de transition malien en exil prétendument installé à Genève aurait été créé. Vous avez entendu que les armées burkinabées, maliennes, nigériennes subissent des pertes par centaines et tuent des civils par milliers. Vous avez entendu que le capitaine Ibrahim Traoré avait disparu de la circulation et que quand ses concitoyens le voyaient donner son sang, recevoir mon frère Kémy Séba en audience ou même assister à la prière de la Tabaski à la mosquée, il s'agissait ni plus ni moins que d'un Photoshop, un hologramme, une illusion d'optique. Les mensonges les plus farfelus pullulent à la une de leurs médias et sur les réseaux sociaux. Des deepfakes sont produits. Moi-même, j'en ai été victime. J'étais tranquillement à Niamey en train de travailler. Vous savez que je suis la chevalière de Niamey. D'ailleurs, voici ma barrette de l'Ordre des Palmes académiques qui m'a été décernée en décembre dernier par décret présidentiel. Donc, j'étais là, assise au bord du fleuve, à bosser sur mes dossiers importants, quand j'apprends que je suis en train d'être chassée de Zinder et d'Agadez. Moi-même là. Naweti. Tout ce dont je viens de parler et beaucoup plus encore découle de la mise en application des recommandations offensives de l'École de guerre économique française. Le document est disponible au téléchargement dans mon canal Telegram dont le lien s'affiche à l'écran. Donc, quand vous voyez les autorités nigériennes, burkinabées et maliennes
retirer des licences d'exploitation minière ou commerciale, procéder à la fermeture complète d'un pipeline ou des frontières avec un pays, décider de construire un pipeline via le Tchad, interdire la diffusion de médias locaux ou occidentaux de désinformation ou de propagande ennemie, exiger et obtenir le démantèlement des bases et le départ des troupes françaises, américaines, allemandes, européennes de leur territoire, interdire la commercialisation et l'utilisation des satellites Starlink, lancer des projets agricoles ou agro-industriels, se retirer d'institutions sous-régionales toxiques, procéder à la création d'une confédération, c'est parce que les géostratèges militaro-civils qu'ils sont en train d'apporter des réponses aux assauts contre leur pays. L'AES, c'est avant tout une réponse à la guerre. Et comme on est plus fort quand on se met ensemble, la décision a été prise de faire évoluer une alliance au départ militaire vers une confédération qui va en plus intégrer des aspects de mutualisation économique et diplomatique. Dans une confédération, les États confédérés restent autonomes tout en déléguant certains domaines de compétences à la confédération. En l'occurrence, en plus de la mise en commun des moyens et des stratégies militaires, on verra de plus en plus les trois pays parler d'une même voix sur la scène internationale et pourquoi pas également à terme rationaliser leur présence diplomatique. Quel besoin y a-t-il d'avoir 3 ambassadeurs là où un seul peut représenter les 3 États et gérer les affaires consulaires de leurs ressortissants qui forment d'ores et déjà une famille? Cela signifie aussi que les gens qui aiment diviser pour régner là devront dorénavant tenir compte du fait qu'une sanction hasardeuse prise à l'endroit d'un pays pourra avoir des répercussions à l'endroit des 2 autres pays. Et la Confédération AES, je le rappelle, c'est 2 781 392 km² de surface et plus de 71 millions de consommateurs. Regardez bien le volume et l'emplacement stratégique du territoire de l'AES sur cette carte. Regardez bien, Dieu connaît bagage qui est lourd. Cela signifie également que des projets d'intégration seront mis en œuvre au sein de la Confédération, notamment au niveau énergétique et infrastructurel. La coopération existe déjà au niveau des hydrocarbures avec le Niger en locomotive. Elle va s'étendre rapidement aussi dans le secteur militaro-industriel avec le Mali qui va se mettre sous peu à produire des munitions, ainsi que dans le domaine du nucléaire civil, du charbon, du raffinage de l'or et du projet Route-Rail. L'avantage de la Confédération AES, c'est sa structure flexible, à l'instar des BRICS, où il n'y a pas de secrétariat général, de commission, de siège, de personnel permanent et budgétivore. D'ailleurs, parlant des BRICS, je me souviens que je vous avais demandé si vous étiez intéressé à ce que je vous fasse une vidéo pour vous en expliquer le fonctionnement, les coulisses, etc. Vous aviez été nombreux à me répondre par l'affirmative, mais comme ça fait déjà pas mal de temps, rappelez-moi en commentaire si c'est toujours d'actualité pour vous. Un autre avantage non négligeable pour la Confédération AES, c'est qu'il existe déjà un instrument qui pourrait être recyclé pour l'exécution des projets d'intégration. Il s'agit de l'ALG, l'Autorité du développement intégré de la région du Liptako-Gourma, créée en 1970. Mais il ne faut pas se leurrer. Chaque fois que des Africains ont tenté d'échapper à la domination étrangère, ils ont été combattus aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Il n'en ira pas différemment aujourd'hui. Alors, quelles vont être les relations de la Confédération AES avec ses voisins et le reste du monde? Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la Confédération Alliance des États du Sahel, une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples
une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères, une communauté de paix, de solidarité, de prospérité basée sur nos valeurs africaines. Avec la CEDEAO, le divorce est consommé, irréversiblement, comme l'ont réaffirmé les dirigeants et les peuples de l'AES le 6 juillet à Niamey. Donc, comme quand un couple divorce, aujourd'hui, les discussions qu'il y aura ne peuvent porter de manière illustrative que sur le partage du patrimoine ou la gestion du droit de visite des enfants. Donc, qui doit quoi à qui dans la BIDC, la banque de la CEDEAO, ou bien comment vont se gérer les questions relatives à la circulation des biens et des personnes. La Mauritanie est sortie de la CEDEAO il y a 24 ans et les Mauritaniens ont quand même été dispensés de visas dans 8 pays de la communauté et peuvent prendre des visas à l'arrivée dans les autres. La Mauritanie est sortie de la CEDEAO en 2000 et c'est néanmoins vers ce pays esclavagiste que le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est précipité pour faire sa première visite officielle à l'étranger. Et pourtant, que ce soit avant, pendant et après sa visite, on ne l'a jamais entendu dire à la Mauritanie de revenir dans la CEDEAO. D'ailleurs, en 2017, un accord d'association a été signé entre la Mauritanie et la CEDEAO qui prévoyait la libre circulation des biens entre les parties. Eh bien, jusqu'à ce jour, alors que le Parlement mauritanien l'a ratifié en 2018, les 15 autres parlements de la CEDEAO n'ont pas fini de le ratifier. Donc, ce n'est pas avec le retour impossible du Mali, du Niger et du Burkina Faso qu'on va continuer à nous saouler les oreilles. Je suis d'ailleurs prête à parier que personne ne sera plus reçu si c'est pour venir faire des plaidoyers penchés de retour à la CEDEAO. Si c'est pour causer d'autres choses, vraiment, il n'y a aucun problème. Les échanges entre les populations africaines sont millénaires. Ils n'ont pas attendu la CEDEAO pour exister. Est-ce que c'est parce qu'il y a visa que les oignons ou les bœufs ne vont plus passer les frontières? C'est pour faciliter les flux économiques à travers les frontières prétendument intangibles post-1945 que les militaires putschistes d'alors ont créé la CEDEAO en mai 1975. Mais ce que les géostratèges militaires avaient conçu en 1975 a été systématiquement dévoyé par les civils mis en place par la pseudo-démocratie occidentale imposée aux Africains depuis 1990. Ce réflexe d'agiter la menace d'une obligation de visa s'explique donc par le fait que la CEDEAO d'aujourd'hui a pour mission de répondre aux attentes de gens qui viennent d'ailleurs, mais pas aux attentes des populations africaines. Mais même si des visas doivent être instaurés avec les pays de la CEDEAO, notamment ceux qui ont gros cœur là, mais les gens vont prendre des visas et ce sera réciproque. Aujourd'hui, si je me lève et puis je dis je veux aller en Namibie, je veux aller en Tanzanie, je veux aller en Chine, je veux aller en Éthiopie, au Brésil, en Russie, aux USA, mais je dois prendre un visa. Est-ce que ça m'empêche d'y aller? Je vais au consulat ou à l'ambassade, je prends mon visa et j'avance. Il y a quoi? Avec la CEDEAO, le divorce a eu lieu. On n'est plus dans la même maison, mais on est dans le même quartier. Donc, on peut avoir des relations de bon voisinage. Ça dépend d'elle. Il existe en Afrique de l'Ouest une bonne douzaine d'organisations sous-régionales qui cohabitent sans problème et depuis des lustres avec la CEDEAO. Il n'y a aucune raison que ce soit différent pour l'AES. La raison pour laquelle, depuis des années, je plaidais pour la sortie des États dirigés par des patriotes de cette organisation, c'est que le fait d'y appartenir donne aux syndicats de malfaiteurs qui la dirigent le droit de parler en votre nom et de vous éclipser sur la scène internationale ou de venir vous faire des injonctions complètement hors sol pour des affaires intérieures qui ne la regardent absolument même pas. Depuis l'annonce du retrait immédiat du Mali, du Niger et du Burkina en début d'année, vous avez certainement remarqué que c'est terminé. Plus personne ne passe par Abuja pour leur parler ou bien pour parler d'eux. Chacun est obligé de parler directement avec les États membres de l'AES. J'entends aussi beaucoup de gens dire « Ah oui, mais bientôt le Tchad, bientôt le Togo, bientôt le Sénégal vont rejoindre l'AES ». Bien sûr,
Cela se comprend par l'enthousiasme que suscite cette première véritable intégration régionale panafricaniste de l'histoire moderne auprès des populations. Mais si vous avez suivi attentivement cette vidéo, vous savez que ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. La Confédération AES n'est pas ouverte à d'autres membres pour l'instant. Je répète, l'AES n'est pas demandeuse de nouveaux membres pour l'instant. L'agenda aujourd'hui consiste à gagner la guerre, à consolider l'existant et à réaliser la fédération du Liptako-Gourma avec une seule armée, un seul budget, un seul drapeau, un seul hymne, un seul passeport et une seule monnaie souveraine pour les 3 pays et peuples avant de penser à s'élargir. Je rappelle que les BRICS ont mis 14 ans avant d'accepter de nouveaux membres. Il y a d'autant moins d'urgence que les relations avec les autres États et entités existent déjà et se concluront ou s'intensifieront tout naturellement à travers des discussions et accords bilatéraux et multilatéraux, aussi bien concernant la coopération au sens large, la réalisation de projets communs que la circulation des biens et des personnes. La force de la Confédération AES est qu'elle est la première communauté régionale ouest-africaine qui émane de la volonté des peuples et non des États. Et la liesse populaire qui a accueilli sa création est la plus éclatante des légitimités qu'on puisse souhaiter. Il va falloir maintenant travailler de façon efficiente à la réalisation des objectifs fixés et des attentes du peuple. Voilà, j'espère que cette vidéo a réussi à clarifier les choses pour vous. Le temps de la guerre n'est pas terminé et il est tout à fait normal et judicieux que le général Tiani, le colonel Goïta et le capitaine Traoré soient aux commandes du Niger, du Mali et du Burkina, et ce pour encore au moins 10 ans. Ce n'est pas la peine de venir vous fatiguer avec des affaires d'élection. En plein milieu de l'Europe là-bas, voilà Zelensky. Son mandat est terminé, il n'a pas fait élection. Voilà les Français qui sont allés voter 2 fois en 2 semaines. Et puis Macron dit que lui s'en fiche du résultat. Il fait son coup d'État au calme en maintenant son gouvernement en place. Je suggère d'ailleurs au Mali et au Niger de suivre l'exemple du Faso et d'évacuer le terme transition de la dénomination du chef de l'État. On dit président de la République. Point. Ce sont des militaires putschistes qui ont été à la base de la création de la CEDEAO il y a 49 ans. Et ce n'est pas un hasard si